Ceci est le podcast de Gang of Witches. Carte blanche à Lexi du compte Instagram Aggressively Trans. Mettez tous vos sens en éveil. L'esprit des sorcières arrive à vos oreilles. Le sabbat, c'est par là. Gang of Witches. Bonjour à tous, j'espère que vous prenez soin de vous en ce mois de novembre mouvementé. Je suis Lexi et je serai votre animatrice de charme pour ce 12e épisode du podcast Gang of Witches. J'ai le plaisir de recevoir Sacha Yaropolskaya pour une discussion qui s'annonce passionnante. Au programme, nous allons parler transidentité, migration, militantisme, politique, avec toujours nos habituelles chroniques au fil de la discussion. L'épisode 12 du podcast Gang of Witches, c'est parti. Petit spoiler, on se connaît déjà un peu avec Sacha et j'ai voulu qu'on puisse construire ensemble cette discussion. On a 3 grands thèmes pour environ une demi-heure et on risque de dépasser, mais c'est pour votre plaisir également. Pour autant, j'ai vraiment souhaité que, autour de ces 3 thèmes, il s'agisse d'une discussion plus que d'une interview formelle. Et c'est pour ça que je vais d'abord te poser une question très générique. Sacha, tu viens du sud de la Russie, des régions du Caucase. En France, on a beaucoup de méconnaissances et de clichés sur ce très très grand pays. Première question du coup, comment ça a été de grandir là-bas et comment tu y as pris conscience de ta transidentité ? Et est-ce que tu as senti que les structures sociales et la culture ont eu une influence sur ta possibilité d'exprimer ton genre ? Donc, ouais, en effet, je viens d'une région particulière de la Russie qui s'appelle la Caucase du Nord, qui est un des territoires qui a été annexé à l'Empire russe. Ce sont des territoires colonisés, peuplés de minorités ethniques, et qui a été annexé en gros en cours de conflits du 19e siècle, et qui du coup présente vraiment une réalité différente de celle de la Russie, je sais pas, métropole, on dirait, parce que c'est une autre culture, c'est une autre religion, c'est plein de nations différentes avec leurs racines qui remontent d'il y a des milliers d'années et qui ont un mode de vie qui est vraiment différent et des valeurs différentes des valeurs russes. Et donc, moi, je suis né dans une région qui s'appelle Kabardino-Balkarie et je suis à moitié russe et à moitié balkare. Les Balkars, c'est en gros une minorité ethnique qui a subi énormément de répression de la part des Russes, particulièrement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Toute la population balkare a été déportée selon le décret de Staline et ça a porté un coup énorme à notre identité nationale et juste à notre existence comme nation. Et donc, c'est une nation, on peut dire, en voie de disparition parce que il y avait des décennies et décennies de politique de l'assimilation pour, en fait, nous priver de notre langue, nous priver de notre identité, nous priver de nos terres. Donc, c'était un peu particulier pour moi déjà comme enfant à moitié balkare, à moitié russe, parce que je pense que je suis, en tant que personne, je suis le produit de ces politiques d'assimilation, parce que moi, je parle 3 langues, mais je ne parle pas ma langue maternelle, par exemple. Je ne parle pas balkare. Je parle ma langue paternelle, c'est-à-dire la langue de mon père qui est russe. Et je me sens pas balkare. J'ai pas vraiment d'attachement à cette culture, bien que j'ai grandi dans cette région, bien que j'ai grandi avec ma famille balkare, etc. Donc, c'était toujours très particulier et je ne peux pas dire que je ressentais vraiment une pression au niveau de l'identité
dans mon ressenti, genre, il n'y avait pas de contradiction, par exemple, entre ma religion et mon identité. Il n'y avait pas de contradiction entre ma culture, tant que je l'ai intériorisée, et mon identité. Parce que je n'avais pas vraiment d'attachement à cette religion, pas vraiment d'attachement à cette culture. Par contre, il y avait toujours une peur par rapport aux répercussions sociales. Parce que notre nation, qui a subi en gros des purges ethniques, une forme de génocide, forcément, elle a essayé de s'ancrer un peu plus dans ses valeurs traditionnelles pour essayer de se préserver. Donc, je dirais que les Balkars, et comme beaucoup d'autres nations, notamment les Tchétchènes, les Ingouches au Caucase du Nord, ce sont des nations qui ont énormément souffert et qui sont plus conservatrices que, par exemple, d'autres nations qui n'ont pas subi des purges ethniques parce qu'ils ont vraiment une volonté de préserver sa culture, préserver ses valeurs. Et donc, vu que c'est une nation conservatrice, évidemment, ça m'intimidait et ça me faisait peur par rapport aux répercussions que je peux avoir, que ma mère peut avoir dans sa vie à cause de ma transition. Parce que j'avais déjà l'exemple de ma mère, par exemple, qui a été exclue de sa famille il y a 20 ans pour le simple fait d'avoir commencé une relation avec mon père, qui était un homme russe et qui avait des problèmes d'alcoolisme, etc. Mais juste, elle a été exclue et pendant 12 mois, personne lui adressait la parole. Pendant 12 mois, elle était complètement seule pendant la crise économique des années 90 et parce qu'elle a commis un grand haram et ça l'a mise en danger en fait. Et avant ma naissance, toute la famille refusait de lui adresser la parole. Et du coup, toute mon enfance, toute mon adolescence, dès le moment que je me suis rendu compte que j'étais trans, c'est arrivé assez tôt, c'est arrivé au début de ma puberté. En fait, je pensais à cette histoire de l'exclusion et au fait que si ma mère avait commis ce péché, ce soi-disant péché de entamer une relation avec un homme russe qui ne plaisait pas à sa famille balkare, quel est mon péché, en fait, en comparaison à ça? Genre, sans doute, il est beaucoup plus grand parce que je transgresse beaucoup plus de choses en pensant même à la transition, en pensant au choix de la féminité. Sans doute, c'est un péché qui va être considéré comme plus important. Donc, le danger et les risques que j'encours sont plus importants que de la situation de ma mère. Et c'était ça qui m'empêchait pendant très longtemps d'oser de transitionner. C'est en fait c'est la peur pour ma vie, la peur pour la vie de ma mère, la peur de l'exclusion, la peur de la honte qui je sais pas, c'était pendant très très longtemps, ça m'intimidait beaucoup et comme je dis, je me suis rendu compte assez tôt, genre peut-être à 11 ans, à 12 ans. Et j'ai commencé ma transition 8 ans plus tard, donc à 20 ans. Et pendant 8 ans, j'étais assez tourmenté par ces idées, par ces pensées qui ne pouvaient pas se matérialiser et où je comprenais tout. En fait, j'étais consciente aussi bien que je suis aujourd'hui de ce que j'étais, mais je ne pouvais pas juste matériellement le réaliser. Et c'est devenu encore plus grave quand j'ai gagné mon autonomie. Je suis déménagé à Moscou à l'âge de 16 ans. J'ai fini mon école assez tôt. J'ai commencé mes études à Moscou. Et donc, j'avais une autonomie, même financière. J'ai gagné une autonomie financière. Donc, en soi, rien ne m'empêchait de transitionner, sauf cette conscience que, en fait, c'est dangereux pour moi et pour ma famille. On peut vraiment avoir des très graves répercussions. Et ça m'a pris de 16 ans à 20 ans, 4 années de souffrance et vraiment de tourments. C'était super dur à vivre. Pour enfin oser entamer ma transition. C'était vraiment quelque chose de... Le moment où j'ai décidé que genre, je n'ai plus rien à perdre et que je veux le décider, c'était vraiment un moment très important de ma vie. Parce que c'était un résultat d'un cheminement qui a duré 8 ans pratiquement. Et du coup, voilà. Et bien sûr, j'ai vu, en fait, des années plus tard, j'ai vu que toutes mes craintes et toutes mes peurs par rapport à
par rapport à la transition, par rapport à ces répercussions. Ce n'était pas quelque chose que je m'imaginais, mais quelque chose de très réel. Parce que quand j'ai commencé ma transition, j'ai vu ce qui s'est passé en Tchétchénie, qui est une république, encore une fois, peuplée par une minorité ethnique, qui a été réprimée par d'abord l'Empire russe, après le gouvernement soviétique, qui a été également déporté par le décret de Staline. Qui a été déchiré par Yeltsin, par Poutine pendant les guerres séparatistes des années 90. Cette communauté qui a énormément souffert et qui a des conditions culturelles et religieuses très similaires à celles du Balkar, on a vu comment cette société et comment son leader autoritaire, comment ils ont géré, en fait, quelles répercussions ça a eu pour les personnes, surtout pour les hommes gays, mais aussi pour les femmes lesbiennes et aussi pour les personnes trans qui sont plus invisibilisées dans les médias, mais il y avait aussi des victimes trans. Et on a vu que les répercussions, c'était il y a presque 200 personnes qui ont dû fuir la Russie en général et pour aller en Europe et dans les autres pays pour échapper au meurtre, à la torture. Et non seulement au meurtre et à la torture venant de l'État, venant des policiers qui torturaient dans les prisons qui n'existaient même pas sur les cartes. Ils torturaient ces pauvres personnes LGBT, mais aussi de leur propre famille. C'est-à-dire cette notion d'un péché, d'un haram qu'il faut où il faut punir la personne, il faut l'effacer de la terre pour effacer la honte qu'elle porte sur la famille. Cette notion-là, on l'a vu en pratique et du coup, c'est là où je me suis dit tout ça, tout ce que je craignais, ce n'était pas juste mes fantasmes, ce n'était pas juste mon imagination. En fait, je suis toujours en danger parce que quand j'ai commencé la transition, j'avais tendance à oublier. Mais cette histoire de Tchétchénie, ça m'a bien rappelé comment les choses sont. C'est le billet de Lexi. Avant que les cinémas ne referment leurs portes, on nous proposait à l'affiche le film Miss. En quelques séances, il a su toucher les personnes cisgenres. Un film qui se veut une tranche de vie émouvante, l'histoire d'Alex, 24 ans, jeune homme qui décide de se lancer dans le concours Miss France. Évidemment, je ne vais pas vous spoiler une intrigue si trépidante, mais pourquoi parler de ce film ? Parce qu'il est représentatif d'un traitement des personnes trans à l'écran. Dans Miss, le mot transgenre est évité, mais tout semble l'indiquer. Il y a quelques semaines, je recevais un mail de la production d'une émission de télé du service public. Quand il a fallu suggérer des sujets autres que le rapport au corps ou la solitude, des sujets politiques, évoquer le suicide de nos sœurs, la réponse a été fulgurante. L'émission n'est pas polémique, il n'est pas question d'en parler. Le mot était sorti, nos identités sont polémiques si elles sont racontées par nous, si elles pointent du doigt les culpabilités sociologiques dans la transphobie systémique. Car c'est encore la réalité. Si la visibilité des personnes trans est de plus en plus importante, elle reste contrôlée par des personnes cisgenres et raconte des bribes de transidentité qui les touchent, mais jamais celles qui sont urgentes pour nous comprendre et pour nous aider. Si le propos de fond est souvent mauvais, c'est parce que derrière les caméras, les équipes ne nous incluent pas encore assez. Autre anecdote, je me souviens avoir fait partie d'un jury pour un festival de cinéma queer. Le film d'ouverture suit une jeune femme trans. Son réalisateur cisgenre monte sur scène et déclare les yeux humides avoir voulu faire un cadeau aux personnes trans. Parlant. Le cisgaze n'est pas réaliste, le cisgaze n'est pas pertinent. Il veut jouer au sauveur, se donner belle conscience en déformant nos réalités. Si vous voulez nous faire un cadeau, embauchez-nous, donnez-nous des postes, utilisez vos privilèges. Vouloir créer de l'empathie, c'est louable, refuser d'entendre que ça ne suffit pas et que nous devons être les vecteurs de ces émotions, c'est une erreur. Elle ne surprend pas, mais elle déçoit quand même. Alors quand les cinémas rouvriront, souvenez-vous que derrière l'histoire, il y a toujours plus. Tu parles de choses très concrètes, très matérielles, très présentes au quotidien pour les personnes qui sont concernées. Je pense que c'est des conditions que nous, la majorité des personnes françaises blanches avec des papiers... ne peuvent pas imaginer. Vraiment, c'est quelque chose qu'on subira jamais. Comment, dans un contexte comme celui-ci, on fait l'apprentissage de la résilience et comment
tu as pu trouver des espaces, des personnes qui te permettaient, si c'est le cas en tout cas, d'avoir des espaces d'expression et de liberté dans ton genre? Euh, bah, En vrai, c'était souvent... C'était en fait mon identité et je sais pas, mon expression de genre et je sais pas, ma transitude, je ne les vivais pas autant socialement, parce que j'étais très, très isolé, à Moscou. J'avais pas beaucoup d'amis et j'avais certainement pas des amis trans. J'ai eu la chance de rencontrer une femme trans, je sais pas, 7 mois après ma transition, après le début de ma transition et j'étais extrêmement seul et donc la plupart, je sais pas, des réflexions et de sentiments que je ressentais et que je pensais, je portais tout ça seul. Et c'était extrêmement dur parce que ça voulait dire que mes craintes, mes peurs, mes angoisses, je devais les affronter seul. Ma, je sais pas, ma dépression, je devais l'affronter seul. Les problèmes les violences que j'ai pu vivre dans la rue, avec la bureaucratie russe, avec les médecins qui font du gatekeeping, tout comme ils font du gatekeeping en France. Je devais affronter tout ça seul, sans soutien. Et puis, parce qu'en fait, les personnes trans sont très isolées, non seulement à Paris, c'est aussi un phénomène qui existe à Paris, mais à Moscou, à l'époque, on était toutes extrêmement isolés. Peut-être on communiquait en ligne, sur les forums, mais c'était pas une vraie communication, c'était très réduite. Mais finalement, j'ai eu la chance de rencontrer une femme trans qui s'appelait Sonia. Et on a eu une relation qui a duré jusqu'à mon départ de Russie. Et je pense que c'était vraiment un grand soutien pour moi, cette personne, parce que en fait, c'était la première personne qui m'a vu en tant que femme, sans aucune équivoque, sans aucun compromis. Et j'étais encore au début de ma, je sais pas, transition hormonale et il y avait aucune hésitation de sa part, vraiment rien. C'était quelque chose que je n'oublierai jamais parce que pour moi, en comparaison à toutes les violences que je peux vivre, non seulement de la part des inconnus, mais aussi de la part de mes amis cis qui galéraient tellement, c'était tellement difficile pour eux, tellement lourd, tellement, tellement difficile. Oh, comment comment c'était difficile pour eux et comment c'était facile pour elle, comment ça lui coûtait rien, comment elle comprenait, comment elle me voyait. C'est juste, c'est incroyable d'être vu par quelqu'un quand personne te voit. C'est quelque chose que j'oublierai jamais. Et on a eu une relation qui était... Dès le départ, elle était un peu bizarre parce qu'on était toutes les deux sur une voie un peu d'autodestruction parce que on était chamboulés, en fait. On était tout le temps traumatisés par ce qu'on était en train de vivre, par le rejet de la société, par notre marginalisation. Et donc, moi, j'étais... je sais pas. Franchement, 6 mois après le début de ma transition hormonale, j'étais sur une piste, je sais pas, suicidaire. Et elle était aussi, elle évoluait aussi dans cette direction-là. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai réussi de sortir de cette phase. Et j'ai décidé en fait, d'émigrer parce que je ne voyais pas d'autres options. Et elle est restée toujours dans le même impasse. Et donc ce qui était extrêmement difficile, c'est que finalement, j'ai décidé de quitter le pays et elle n'a pas pu me suivre. Et du coup, finalement, cette femme avec qui on a une relation et qui compte énormément pour moi, elle est morte, je sais pas, 3 ou 4 mois après mon arrivée en France. Et je sais pas, sa vie et son destin, il est tellement typique je sais pas, tellement représentatif d'une vie d'une femme trans en Russie parce que elle est morte, elle n'avait même pas 20 ans. Je sais pas, tout son potentiel, toute la vie qu'elle aurait pu vivre, elle l'a pas vécu parce que
à cause de la transphobie systémique et à cause de la transphobie de, je sais pas, de sa famille, de son entourage, etc. Et bref, mais de toute façon, c'était la seule personne que je connaissais qui me permettait vraiment d'être moi, qui me voyait et que j'oublierai jamais, voilà. Ça me fait forcément penser à Mathilde, à Laura, à Douna. Est-ce que, en étant maintenant en France, en entendant encore, toujours ces histoires de jeunes femmes trans qui se suicident parce que c'est la seule chose qu'elles imaginent être leur avenir, est-ce que tu vois des racines communes dans ces gestes entre les suicides de femmes trans en Russie et ceux dont tu entends parler en France? Ah oui. En fait, c'est assez particulier. J'ai l'impression à chaque fois de vivre quelque chose de très personnel quand une femme trans se suicide en France. Par rapport à Sonia aussi, parce que elle est morte après mon départ de Russie et je n'ai jamais pu faire le deuil dans un lieu physique où je voyais son corps ou je sais pas ce qui restait de son corps. Et je n'ai jamais pu vivre ce moment de deuil où vraiment je commémore son départ. Mais par contre, j'ai pu vivre je sais pas, ça a dû arriver déjà plusieurs fois, presque une demi-douzaine de fois, une cérémonie, une marche funéraire pour, je sais pas, pour Vanessa Campos. C'était la première que j'ai vécue. Pour Jessica Sarmiento, pour Mathilde, pour Laura, pour Douna. Des événements vraiment sombres et funéraires où on fait le deuil. Et je sais pas, et en faisant ces processions, en marchant dans le bois de Boulogne pour commémorer Jessica, par exemple, j'avais l'impression de à la fois faire le deuil pour elle, mais aussi pour Sonia. Et à chaque fois, j'ai l'impression de le refaire. Donc, forcément, je vois des parallèles quand je lis ce que Douna écrivait sur ses réseaux sociaux avant sa mort. Douna qui était bien consciente de comment la société traite les femmes trans et comment la société traite les femmes trans après leur mort. Douna a écrit sur sa page Facebook si sa tombe porte un dead name, il faut qu'on la vandalise pour corriger cette faute. Je voyais tellement de parallèles avec Sonia parce que sa tombe, elle porte aussi un dead name. Sa tombe en cimetière moscovite, elle portera toujours son dead name. Genre, bien après ma mort, cette tombe-là, elle va toujours me nommer mon amoureuse, nier son identité. Et c'est la décision de ses parents qui ne voulaient juste pas respecter ce qu'elle était. Donc, on a beau vivre dans des pays différents, aux autres bouts de la planète, en ne parlant pas la même langue, en ayant des cultures différentes. Je sais pas, la transphobie, c'est quelque chose de mondial et qui fait partie des systèmes, je sais pas, de la plupart des pays d'Occident, en tout cas, et pas que. Je sais pas, c'est quelque chose qui agit de la même manière partout, en fait. Absolument. Et qui régit nos vies et qui nous tue partout de la même manière, malheureusement. C'est comme ça. Quand tu es arrivé en France, c'était il y a 2 ans, c'est ça? Ouais, 2 ans et demi à peu près. Comment ça se passe? C'est une question qui peut sembler très absurde, mais je pense que c'est important déjà qu'on entende, parce que beaucoup de personnes, encore une fois, françaises, blanches, avec des papiers, ne feront jamais l'expérience d'une migration à part pour du tourisme et ne savent pas, en fait, s'imaginent et calquent des idées ils viennent parce qu'ils ont juste envie de venir. Concrètement, quand on arrive en France parce qu'on se dit que c'est le seul choix qu'on a pour vivre, ça se passe comment? C'est très curieux comment ça peut se passer parce qu'il y a plein de scénarios différents. Donc moi, j'ai demandé au consulat français à Moscou, j'ai demandé une visa touristique pour 2 semaines. Donc quand j'ai reçu cette visa, quand j'ai pris les billets, je suis allé, j'ai pris un avion le moins cher possible et je suis venu à 5 heures du matin à Charles de Gaulle.
En fait, c'était tellement urgent, toute cette démarche. J'ai jamais eu le temps de me renseigner beaucoup sur comment ça se passe en France, sur les demandes d'asile en France. J'ai jamais pu me renseigner sur les collectifs qui existent, etc. Et donc, sur ce qu'il faut faire, en fait. Donc, quand je suis arrivé, j'étais désorienté. J'étais à la fois soulagé parce que je me disais, ah oui, on m'a laissé partir de la Russie. Mais, mais j'étais complètement perdu. Et donc, quand tu arrives, il y a un agent de douane qui te demande quel est votre but de visite en France. Et du coup, tu es libre de dire à ce moment-là, je veux demander l'asile politique en France. Sauf que ce serait une grosse erreur, en fait, parce qu'on va te mettre dans une partie spéciale de l'aéroport, en gros, genre une salle d'attente, mais une cellule, en fait, où on peut te tenir pendant une semaine ou deux et tu vas avoir une procédure très accélérée où on va vraiment, d'une manière très accélérée, estimer si tu mérites l'asile ou pas. Donc, il y a des témoignages des abus par les agents de l'aéroport, etc. Bah tiens. Ouais. Et donc, heureusement, j'ai pas dit ça, j'ai pas osé te dire ça, donc j'ai juste dit, je suis là pour le tourisme. Et ça, c'était la bonne décision. Déjà, je me suis pas grillée à ce moment-là et je suis heureuse que j'ai juste choisi la bonne option. Puis, je sors et je me sois dans la salle d'attente. Il est 5 heures du matin. Et je sais pas quoi faire ensuite parce que je connais pas des militants, je connais personne à Paris. Et donc, j'ai commencé juste de googler, d'utiliser les moteurs de recherche et je googlais, je sais pas, Paris, transgender, quelque chose comme ça. Et heureusement, genre, le moteur de recherche a eu la gentillesse de me montrer sur la première page de résultats le nom de l'association Acceptez Trans. Et donc, j'ai vu leurs horaires, j'ai vu comment ça fonctionne. Et pratiquement 3 jours plus tard, j'étais déjà là. Et je suis monté les escaliers avec une femme qui venait de Venezuela, qui venait pour son cours de français, qui était donné à l'époque par une association qui s'appelle Ardis, qui s'occupe du suivi de migrants LGBTI. Et donc, c'était une chance énorme qu'en fait, Acceptez et Ardis partagent les locaux parce que ça voulait dire qu'à la fois, les deux associations pouvaient se mettre sur mon cas. Et donc, Ardis un militant d'Ardis qui donnait les cours de français a tout de suite lancé mon dossier et on a commencé une demande d'asile genre formelle. Je me suis enregistré à la préfecture, etc. Et Acceptez m'aidait évidemment avec le suivi hormonal, avec l'assurance maladie et par exemple il fallait écrire un courrier à OFI, qui est une agence gouvernementale qui s'occupe des migrants, pour les demander un logement adapté parce que je suis une femme trans, donc je peux avoir un risque de transphobie de la part de mes voisins, colocataires, etc. Donc il y a plein de détails comme ça. Et les premières semaines, les premiers jours, j'avais encore quelques économies, donc je restais dans un hostel, dans un centre d'hébergement pour la jeunesse. Mais après, j'avais plus d'économies, je les ai vite épuisées. Et donc, je allais me retrouver dans la rue. Mais encore une fois, grâce au fait que ma procédure de la demande d'asile était déjà avancée, on m'a envoyé dans un centre d'hébergement catholique, pour le coup, qui est à 1 heure de train de Paris et qui s'appelait Cité Bethléem. C'est un détail drôle et qui se trouvait c'était dans une commune un peu bourgeoise et ça se trouvait à côté d'une écurie. Et donc, c'était tellement particulier parce que je suis migrante et ce que je faisais les derniers mois, c'est que je lisais les témoignages sur l'immigration et je lisais ces histoires terribles des migrants qui venaient de l'Amérique du Sud, comment ils étaient traités par ICE aux États-Unis. Et là, j'arrive dans une chambre. Genre, on m'a donné toute une chambre dans une maison de 2 étages et tu ouvres la fenêtre et ça te donne une image genre d'une vue pastorale où il y a des chevaux qui mangent de l'herbe
Et tu regardes, je sais pas, tu regardes le soleil qui monte et tu as l'impression je sais pas, de voir un tableau, en fait, impressionniste, je sais pas, genre très, très beau. Et du coup, les les premiers jours, il y avait un gros décalage entre ce que je pensais être l'expérience migratoire et comment j'étais traité. Mais après, je suis vite retombé sur terre parce que quand on m'a trouvé une place permanente dans un centre d'hébergement à Paris et quand j'ai déménagé à Paris et quand j'ai commencé à vivre ma vie quotidienne en tant que demandeuse d'asile à Paris, j'ai vite compris que c'était pas du tout comme ça et que, en fait, l'expérience migratoire en France, c'est une expérience de précarité extrême et une expérience de l'attente interminable. Et que si tu es une personne trans, c'est aussi une expérience de l'humiliation permanente à la préfecture, à l'hôpital, partout où on voit tes documents. Et donc on a avancé juste pour vous donner l'idée de délai administratif pour la demande d'asile. On a lancé ma demande en juin 2018. À peu près 9 mois plus tard, j'ai eu mon entretien. Et encore 9 mois encore plus tard, j'ai eu la réponse. Donc, ça a pris 17 mois la demande d'asile, plus qu'un an. Et tout ce temps-là, tu es censé vivre en recevant une allocation pour les demandeurs d'asile qui consiste en 200 € de 200 à 4 € par mois à Paris. 1 an et demi. Pendant 1 an et demi. Tu n'as pas le droit de travailler pendant ta demande d'asile. Avant que tu reçoives le statut de réfugié, tu n'as pas le droit de travailler. D'accord. Et donc, ce que je faisais, je suivais des cours de français, etc. Donc, j'essayais de m'occuper autant que possible. Mais c'était dur de ne pas pouvoir gagner de l'argent et de ne pas pouvoir changer mes documents non plus parce que, en fait, c'était ça une des raisons principales aussi pourquoi je suis venu en France. C'est impossible dans ma région en Russie de changer mes documents. Juste impossible. Juste, ça se fait pas. Et ça se fait dans les grandes villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, etc., mais pas dans ma région. Ça aurait été un scandale, ce serait impossible. Et donc, une des raisons pour lesquelles je suis venu en France, c'était la possibilité de changer éventuellement mes documents. Sauf que je suis là 2 ans et demi plus tard. J'ai reçu mon statut de réfugié l'année dernière, il y a 12 mois. Je n'ai toujours pas reçu mon titre de séjour. Parce qu'en fait, c'est à partir du titre de séjour que tu peux changer ton état civil. Tu peux pas changer ton récépissé. Alors que le récépissé, soyons honnêtes, c'est un document provisoire qui a une valeur juridique. Certes, c'est égal à un passeport, mais il y a aussi des précédents où l'OFPRA définit l'état civil selon tes vœux. Par exemple, si tu viens sans document, c'est toi qui dictes ce qui sera écrit dans ton état civil, dans ton récépissé. Mais cette option-là, elle n'est pas fournie aux personnes trans. Et du coup, pendant 2 ou 3 ans, voire plus, parce que encore tu peux recevoir un rejet, tu peux recevoir un refus à la première phase de ta demande d'asile et tu devras faire un appel à la CNDA, qui est en cours, en gros, pour les affaires des migrants. Et donc, ta demande d'asile, elle peut durer, si tu reçois un refus, elle peut durer 5 ans, pas de souci. Et toujours 5 ans sans pouvoir travailler, sans pouvoir... On break, en gros. Si tu as la chance de te faire employer par, je sais pas, par les sous-traitants de la mairie de Paris qui vont te payer 5 € par heure, si tu as la chance de trouver un travail sur les chantiers comme ça, oui, tu peux te débrouiller. Mais sinon... tu peux pas, avant l'obtention du statut de réfugié, tu peux pas travailler légalement. Et du coup, je vois quel effet ça a sur les migrants qui ne sont même pas trans, qui sont cis, comment ça les broie l'attente et comment ça les broie leur état psychologique. Il est sous un stress énorme, sous la pression énorme, parce qu'ils vivent dans l'incertitude. Tu n'as pas de certainté de ton lendemain, en fait. Tu ne sais pas ce qui va t'advenir après. Et du coup, c'est extrêmement éprouvant psychologiquement. Et si tu as encore cette
pression-là, cette tension-là de ah oui, je vais devoir affronter encore 12 mois avec cet état civil et à chaque fois que tu vas à la préfecture, il y a les agents du gouvernement qui sont censés être là pour traiter ton cas, pour accélérer genre, tes démarches, qui regardent tes documents et qui rient dans ton visage, juste en te regardant dans les yeux, ils pointent du doigt genre ce qui est écrit dans ton état civil et ils rient entre eux. Donc, je sais pas, c'est éprouvant, cette humiliation, je sais pas, fréquente. Je vais m'en débarrasser, clairement. Genre, c'était une des raisons pour lesquelles je suis venu. Mais c'est pas pour demain. Je pense, en plus, avec le chaos du confinement, ouais, je pense dans 1 an et demi, peut-être, j'aurai mon titre de séjour si je suis optimiste. Donc, ça fera 4 ans. Mais de toute façon, la lenteur et tu sais, le côté très protocolaire de l'administratif français, il est légendaire pour tout. Moi, je sais qu'en fac, c'est... Déjà, pour s'inscrire en fac, c'est difficile. S'inscrire en fac et réussir à avoir le bon prénom et pas celui de ta carte d'identité, de ton acte de naissance, c'est tout un... Donc, je veux même pas imaginer cet apprentissage forcé et de la patience quand tu as des espoirs, quand à côté de ça, tu es dans une précarité pas possible. Ouais. C'est... est-ce que tu vois maintenant que tu connais ce système, que tu le vois, parce que bien évidemment, entre-temps, tu as appris le français, ça a été... Est-ce que tu vois des solutions pour l'améliorer? Est-ce que tu vois des biais? Est-ce que tu réussis à analyser des biais? Xénophobie, transphobie, est-ce que ça fait partie de façon inhérente du système tel qu'il existe? Bah oui, c'est clair. Je pense que c'est clair. Je pense qu'il existe des biais xénophobes, racistes, très clairement dans ce système d'immigration. Et si vous voyez juste les chiffres de toutes les demandes d'asile qui sont rejetées, et juste si vous voyez les conditions matérielles des migrants en France, comment ils sont traités, je veux dire, les sans-papiers, ouais, c'est vraiment une classe, la classe la plus exploitée des travailleurs en France. Mais regardez juste comment on traite les demandeurs d'asile. En fait, quand un demandeur d'asile envoie son dossier, le plus souvent, il doit écrire un récit, du coup en français, où il explique ce qui lui est arrivé. Et puis, il y a l'entretien. Et il doit aller à l'entretien et parler à une agente de l'OFPRA et lui expliquer ce qui le motive à demander l'asile, à poursuivre l'asile en France. Et donc, en fait, ça, c'est deux exercices qui demandent déjà à connaître le français. Sauf que la France ne fournit pas de cours de langue, ne fournit pas de cours de français par les professionnels aux demandeurs d'asile. Ce privilège-là, il est réservé aux personnes qui ont déjà obtenu l'asile, qui sont déjà réfugiés. Et quand tu es réfugié, tu peux avoir 5 semaines de cours gratuits fournis par l'OFPRA. Mais avant, tu n'as pas de cours de français. Tous les cours de français que tu peux trouver, ils sont donnés par les bénévoles, en fait. C'est ça que j'ai eu, et il n'y a pas d'autre chose. Et donc, ça veut dire que dans la plupart des cas, vous forcez des migrants qui ne parlent pas français à défendre leurs intérêts, leur histoire devant l'OFPRA, d'abord dans le récit et après dans une conversation. Forcément, ils engagent un interprète, une personne qui va traduire. Sauf que souvent, ils font des erreurs, par exemple. Ah oui, on a engagé pas le bon interprète pour cette personne. Ou on a décidé qu'elle peut s'exprimer en anglais, donc on a invité un interprète qui va traduire de l'anglais au français, sauf que la personne ne s'exprime pas très bien en anglais. Et on n'a jamais vérifié si elle s'exprime bien en anglais. Donc, quand tu conduis l'entretien avec elle, ça peut se contenir en une seule page parce qu'elle donne des réponses en 2 mots, en 3 mots. Et donc, c'est pas du tout un récit assez détaillé pour être défendu. Et en fait, là,
une grande partie des refus que des demandeurs d'asile reçoivent, c'est à cause de ces failles du système. Et en fait, si tu n'as pas de suivi par un militant, par un bénévole qui fait partie d'un collectif qui aide les migrants, si tu n'as pas de suivi comme ça, si tu n'as pas de suivi associatif, le plus souvent, ce que tu vas recevoir, c'est un refus parce que tout penche sur tes propres efforts. Et c'est pour ça que les gens désespérés, les demandeurs d'asile désespérés, achètent des récits, par exemple, parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Personne ne les a appris la langue, personne leur a fourni un vrai suivi. Et du coup, ils se trouvent perdus dans ce système administratif qui n'a pas, je sais pas, qui n'a aucune, je sais pas, aucune merci, genre. C'est assez compliqué. Et donc, l'État, le plus souvent, il délègue ses responsabilités aux associations et aux collectifs de bénévoles. Donc, la plupart des efforts qui sont faits pour les migrants, pour les demandeurs d'asile, pour les réfugiés, ils sont fournis par les assos qui reçoivent des subventions de l'État, mais du coup, qui remplissent les responsabilités de l'État. L'État, il ne fait pas d'une vraie politique migratoire. Et c'est clair que toute cette austérité, toutes ces mesures de répression, parce que souvenons-nous, juste cet été, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il a menacé de faire un arrêté qui aurait interdit les distributions alimentaires pour les migrants au Calais. Genre, évidemment, toutes ces politiques d'austérité, toutes ces mesures de répression, elles portent un biais raciste et xénophobe. Genre, je vais pas choisir d'autres mots, je vais pas modérer genre mon discours ou quoi que ce soit, je vais pas être gentil. Juste, c'est un état de fait, c'est raciste. Et c'est clair que la politique migratoire française, depuis 20 ans, voire plus, elle est, genre, les termes de discussion et les mesures proposées, genre comment traiter cette histoire, elles sont en fait proposées et influencé par l'extrême droite. C'est le parti fasciste Front National qui établit les termes de discussion et après, le parti néolibéral au pouvoir, quel que soit le parti socialiste ou le parti de Macron, il suit en fait ces termes de discussion. Du coup, voilà. Gérald, on ne te dit pas bonjour. Breaking news. Alors ce mois-ci, on avait prévu de partager nos recettes de carottes avec vous. Mais vu que le gouvernement est plutôt en train de nous la mettre, on a momentanément posé nos fourchettes et empoigné nos fourches. À la place donc du légume du mois, Paola Evelyn nous lit son coup de gueule. Qu'est-ce qu'on mange en ce moment à la table des puissants ? Quelles mesures liberticides, quelle stratégie putride. Bande de dégénérés, jamais vous ne nous empêcherez d'écrire une autre histoire, de retrouver notre pouvoir. Face à votre système délétère en pleine dérive totalitaire, à son fonctionnement pervers et ses violences policières, c'est le banquet de l'horreur au ministère de l'Intérieur. La liberté d'oppression s'invite dans la Constitution. Condé, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu tabasses des gamins, tu gazes tes concitoyens pacifiques et désarmés qui ne font qu'exercer leur droit de manifester. Elle est où ton humanité ? T'étais censé les protéger. Condé, si tu décidais de passer de l'autre côté, si tu te laissais rebooter, toi aussi t'es manipulé. Un bras armé, décérébré à la solde des encravatés, un mortel appendice, un dard, une milice. Le fascisme est rebrandé, il l'appelle démocratie et équipe la gendarmerie au lieu du système de santé. Pendant ce temps, on s'organise, on se libère de votre emprise, on renforce nos communautés, on invente d'autres sociétés. Des cercles naissent de tous côtés autour de la solidarité. On pense global, on vit local. Le changement gronde, c'est colossal. La résistance est bien vivante et la rébellion est ardente. 404, système erreur. Tout le monde debout, on vire de bord. Féministes, sorcières, libertaires, révolutionnaires. On est des glitches dans la matrice, on ne va pas rester spectatrice. En cette période de confinement, pour les personnes transmigrantes, même françaises avec des papiers, c'est pas l'État qui apporte des aides, c'est Accept-ST, qui a fondé le FAST, le Fonds d'Action Solidaire Trans, qui fait des colis alimentaires, qui fait des cagnottes pour redistribuer de quoi payer son loyer, de quoi payer à manger. C'est clair.
Et ce que tu disais sur cette justification par le récit de vie, ça me fait aussi penser, alors c'est un parallèle qui n'est pas forcément hyper pertinent, mais à comment ça se passe quand on veut, en tant que personne trans, changer son état civil en France. Le fait qu'on doit passer devant le tribunal de grande instance et les convaincre avec notre histoire. Et toujours ce rapport où la majorité, elle doit être touchée, acceptée, trouver ça suffisamment convaincant. Mais dans les récits de l'asile, ce qui est aberrant et ce qui me rend folle, c'est que tu viens et tu te retrouves devant un agent d'OFPRA ou devant une juge de la CNDA, plusieurs juges en conseil qui va décider ton sort. Et en fait, tu es un migrant, tu es une lesbienne, tu es un mec gay, tu es une personne trans. Tu dois justifier ton identité. Tu dois justifier si tu es une personne trans ou un mec gay ou une lesbienne devant des personnes qui sont cis, qui sont cisgenres, qui sont hétérosexuels et qui n'ont aucune idée en fait de ce que ça peut vouloir dire être gay et qui en fait qui souvent basent leur perception de ce que ça veut dire être gay ou lesbienne ou trans sur leur perception super limitée blanche européenne. Et donc ça légitimise souvent des récits qui viennent d'autres parties du monde parce que genre ça correspond pas à la vision qui a été véhiculée je sais pas dans la vie d'Adèle ou dans les publicités de je sais pas de dentifrice où il y a un couple gay, je sais pas, bref. Et c'est vraiment hallucinant et aberrant. Qui sont ces juges de nos identités qui ne les partagent même pas qui n'ont pas la légitimité. Mais c'est absurde. C'est absurde. C'est un bon mot, effectivement. Et c'est même pas... Genre, les enjeux sont tellement élevés. En fait, c'est ce qui se décide pendant ces entretiens, c'est la vie ou la mort, en fait, de la personne. Oui, bien sûr. Donc... Bien sûr. Tu as habilement mentionné l'influence de l'extrême droite. J'ai envie de sauter dans cette brèche. On est dans cette période de confinement, de crise sanitaire, dans une période qui... je ne sais pas si elle amène des changements ou si elle révèle des choses, mais on a assisté ces dernières semaines à l'utilisation par le gouvernement de termes qui historiquement sont ancrés dans l'extrême droite, le terme de islamo-gauchiste. Et je me souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés à une discussion en non-mixité entre personnes trans, que tu parlais à quel point tu étais frappé de voir que la France était en train de se policiariser. Comment tu analyses les changements que tu vois depuis les 2 ans et demi que tu es en France dans ce monde politique et qu'est-ce que ça t'inspire en tant que femme trans migrante? Bah, ça m'inspire une envie vraiment forte, un désir vraiment fort d'avoir mon titre de séjour avant l'élection 2022, avant que Marine Le Pen vienne au pouvoir, ou même avant le 2e mandat de Macron, parce que je pense s'il a un 2e mandat, il sera encore plus audacieux que pendant le premier. Donc, qu'est-ce que ça m'inspire? À quoi ça me fait penser? Bah, ça me fait penser à toutes ces démocraties occidentales libérales qui ont fait un virage à l'extrême droite dans les dernières années. On peut les énumérer encore une fois. Pologne, Hongrie, les États-Unis, Brésil, Italie, etc. Et je sais pas, je pense que c'est déjà en train de s'effectuer en France. Ce n'est pas l'élection de Marine Le Pen qui va marquer vraiment le virage de l'extrême droite, parce que déjà tous les termes de discussion sont dictés par l'extrême droite en France, et tout ce qu'on prédisait que Marine Le Pen aurait fait en venant au pouvoir, ce parti politique qui est en pouvoir, il le fait actuellement. Et toutes les mesures qui sont en train de se passer en ce moment, c'est-à-dire l'introduction de la recherche qui va contre les valeurs républicaines, l'introduction de l'activité associative qui va contre les valeurs républicaines. Déjà, qu'est-ce que c'est les valeurs républicaines entre guillemets, hein. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas vraiment toujours. Je suis là depuis 2 ans et demi, mais personne m'a expliqué vraiment ce que ça représente. Tu n'as pas eu le guide?
Comment? Tu n'as pas eu le guide des valeurs républicaines? Non, on m'a jamais donné. Je pense que c'est une lacune en plus, genre de l'expérience migratoire. On ne donne pas la brochure sur les valeurs républicaines. Donc, j'ai jamais compris ce que c'est et je sais pas comment les suivre. Je suis un peu perdu. Mais, et à part ça, genre l'interdiction de filmer les policiers à visage découvert, etc., etc. Mais c'est vraiment hallucinant ce qui est en train de se passer. C'est que c'est déjà passé toutes les lois qui ont été passées les dernières années. Je pense que ça va être de pire en pire. Et juste, je sais pas, ça me fait peur. Et ça me fait peur surtout pour les personnes qui sont non blanches et qui encourent des risques encore plus graves et qui habitent, je sais pas, dans le 93 et qui sont contrôlés par la police quotidiennement. Ça me fait peur pour tous ces jeunes qui sont, je sais pas, qui sont mutilés par la police, qui n'ont pas, qui en gros, qui sont en danger permanent et qui protestent constamment, qui ont fait des belles manifestations, des beaux mouvements sociaux. C'était genre, on l'a vu et on a participé et on l'a entendu tous et toutes. Et c'est quoi, genre, qu'est-ce que ça a apporté comme résultat? Quelle réponse de la part du gouvernement? C'est la loi sur le séparatisme. La seule réponse qu'on peut faire au niveau individuel, c'est rejoindre les collectifs qui s'opposent à ça, les collectifs, je sais pas, de gauche, antifascistes, qui font des maraudes solidaires, des organisations antiracistes, aider les organisations comme Accept-ST, et il faut le faire aussi vite que possible parce qu'en fait, tout ça, vous avez vu avec la dissolution de l'association contre l'islamophobie. Oui, c'est ça, et aussi de Baraka City. Et aussi, dans ce projet de loi contre le séparatisme, il y a des points qui disent que le Conseil d'État aura le pouvoir de dissoudre n'importe quelle association qui va contre les valeurs républicaines. Donc, rejoignez-les maintenant parce que demain, il est possible que vous n'aurez plus même le pouvoir et la possibilité de rejoindre ces collectifs parce que tous les collectifs trop antagonistes et avec trop de notoriété, peut-être ils seront dissous par une décision de l'État. Donc, on est vraiment en train de vivre un moment très grave. Genre, je ne sens pas le besoin de choisir mes mots. C'est vraiment très, 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 très grave ce qui se passe. Le carnet de rébellion de Sabrine Kasbaoui. Intérieur jour. Le deuxième confinement a commencé depuis quelques semaines. Cet espace qui se contracte à nouveau sur lui-même me rappelle au contraire les grandes marches de novembre 2019 contre les violences sexistes et sexuelles. J'ai enregistré des images de ces moments. Elles me reviennent. Les rues étaient gonflées des corps rassemblés les uns contre les autres. Les voix fortes s'élevaient. Les slogans fleurissaient de partout. Difficile de réaliser qu'en un an, cet élan de révolte qui semblait se lever a laissé place à l'atmosphère anxiogène qui nous isole aujourd'hui, chacun et chacune, quand nous avons la chance d'en avoir un dans nos foyers respectifs. Extérieur jour, entre les places de l'Opéra et de la Nation. La foule est compacte ce jour-là. Le collectif Nous Toutes a lancé un appel à la mobilisation en ce 23 novembre 2019. Selon le cabinet indépendant Occurrence, la marche rassemble près de 49 000 personnes. Sous une pluie fine, j'y rejoins Tiffaine qui retrouve le groupe des collages contre les féminicides au bas des marches de l'Opéra. Avec ses amis, Tiffaine s'empare de la nuit et de l'espace public pour afficher sur les murs soit les chiffres des féminicides, soit des messages de courage et de commémoration. Elle vient munie de sa pancarte rendant hommage à l'une des 146 femmes assassinées en 2019. Son nom est placardé en lettres capitales noires sur un simple papier blanc. Elle s'appelait Danielle. Elle avait 74 ans. Tiffaine brandit son nom et l'invisibilisation cesse. Extérieur jour, le soleil se pointe. La foule se met en marche. Au fil de l'avancée du cortège, les colleuses habillent les murs d'appel à la conscience. Elles redisposent l'espace avec le graphisme imposant et clair de leur message.
Elle colle sur des distributeurs automatiques de billets, des murs interdits à l'affichage, des lieux publics, symboles de pouvoir. Elles désobéissent. Leur interpellation s'accumule. Elle le quitte, il la tue. La colère gronde. Tu n'es pas seule. Nous sommes toutes des héroïnes. Leur indignation vient se superposer à des endroits symbolisant le fonctionnement du capitalisme, du sexisme et du patriarcat. Elles se déploient. Aujourd'hui, dans nos confinements intérieurs, leurs actions ne cessent pas. Les messages continuent d'apparaître sur les réseaux sociaux, sur d'autres murs, plus virtuels. Les colleuses ne lâchent pas prise. Extérieur jour, sur les grands boulevards, porte Saint-Denis. La ferveur du rassemblement me galvanise. La clameur et la musique qui s'échappent du cortège font gonfler nos rébellions intérieures. Ce souvenir, en pleine morosité confinée, me fait prendre conscience de la force de ces grandes manifestations et des émotions qu'elles permettent de soulever. Le sentiment de solidarité, l'indignation, le désir de justice, la générosité et l'altruisme. L'émotion met en mouvement, c'est d'ailleurs son sens premier, son étymologie. Ces rassemblements qui se multipliaient l'année dernière pour la justice sociale et climatique semblent être relégués au passé désormais. Mais les artistes qui donnent à sentir, percevoir et à partager ont un grand rôle à jouer pour mobiliser ces grandes émotions positives. Et la culture, bien qu'oubliée des stratégies gouvernementales, reste un ressort essentiel pour nous reconnecter aux autres et au monde. Le rôle des créateurs, malgré la fermeture des théâtres, des musées, des librairies ou encore des cinémas, est plus que jamais primordial. Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, dans son ouvrage De chair et d'âme, rappelle justement le rôle puissant et chimique des représentations et des récits sur la santé de nos corps. Il montre comment la neuroimagerie a observé qu'une représentation a le pouvoir de stimuler soit les voies de la douleur, soit celles de l'euphorie. Novembre 2020, intérieur jour, confiné. Je découvre ainsi une chorégraphie sur YouTube de militantes polonaises intitulée « Je suis debout ». Elles se soulèvent contre le durcissement de l'accès à l'avortement dans leur pays. Depuis le 22 octobre, le tribunal constitutionnel polonais a ordonné que seules les femmes en danger de mort ou victimes de viol ou d'inceste pourront désormais avoir recours à l'IVG, le rendant pratiquement inaccessible. Dans la vidéo, une dizaine de femmes donnent à entendre leur colère. Face caméra, en sous-vêtements, déshabillées mais puissantes, dressées, debout, elles s'adressent aux censeurs. Leur indignation est scandée par des percussions filmées en gros plan. Elles achèvent leur chorégraphie par un poing ganté de jaune tendu vers le ciel. La chorégraphie reprend plusieurs gestes symboliques. Le poing de la lutte des droits civiques, le gant jaune de Rosie, la rifteuse, icône du girl power, les interpellations scandées de l'hymne chilien de la stésis contre les violeurs. Seule devant l'écran de mon PC, je vibre avec elles comme je l'aurais fait au milieu d'une grande marche de révolte. Elles ne sont que 10 à chanter. La foule est absente, mais elles me font ressentir une émotion du même ordre, un long frisson qui me met en mouvement et qui me soulève. Si on doutait encore du besoin absolu de faire converger les questions de droits queer, de droits des personnes migrantes, des personnes racisées, le fait que là, concrètement, on sera pas individualisé, on sera juste traité pareil si ça gêne les valeurs républicaines, entre gros guillemets, en fait, on sera supprimé de la même façon. C'est le signe d'un besoin de convergence, je pense. Ouais. On est un peu de la même manière. Là, pas toutes de la même manière. Non. Mais la conclusion sera la même. Ouais. Il y a pas très longtemps, tu partageais sur Instagram un message que tu avais reçu. Tu analysais, tu critiquais la façon justement dont le gouvernement et l'administration traitent les délais, et tu as reçu une réponse qui t'expliquait que tu avais déjà bien de la chance d'être là, qu'il fallait pas te plaindre. Comment est-ce que concrètement, quand on voit que ce genre de réaction existe, comment on peut militer? Quelles précautions spécifiques sont à prendre quand on milite et qu'on est migrant, migrante? Et est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui ont des papiers, qui sont nées en France, pour mieux inclure et créer des mouvements plus inclusifs et safe pour les personnes sans papiers? J'avoue que quand tu es précaire et quand tu es dans une situation d'une précarité aussi juridique, quand tu ne sais pas quel est ton avenir, j'avoue que c'est un peu particulier, genre comment tu peux approcher le militantisme. Tu peux déjà pas forcément être visible.
Ouais, c'est ça aussi. C'est clair que quand tu viens dans un pays en tant qu'immigrante, tu es plus isolé aussi. T'as pas eu 20 ans ou 30 ans pour construire ton capital social. Et en fait, tu connais personne. Et donc, c'est compliqué en termes de choses. Et oui, mais ouais, j'avoue, ça alterne. J'ai pas vraiment de questions, de réponses claires là-dessus. Mais je pense que chacun fait selon ses capacités. Et ouais, c'est très vague comme réponse, pardon. Mais c'est déjà, enfin, le fait qu'il n'y en ait pas une toute prête aussi, c'est peut-être déjà parlant, en fait. Alors, j'ai 2 dernières questions que je vais fusionner en une. Tu viens de participer à la fondation d'une association pour personnes russophones en France. Ouais. Déjà, outre cette association ce collectif dont je vais te laisser donner le nom, quelles autres structures tu conseilles pour des personnes migrantes, des personnes trans qui arriveraient en France? Et est-ce que c'est facile de s'organiser dans un autre pays que celui duquel on parle? Est-ce que c'est facile de s'organiser en tant que personne russophone? Dans ton cas, ici, est-ce que ça a été facile à mettre en place? Donc, pour l'organisation qui vient de se créer, en fait, c'est l'initiative surtout de mon camarade, d'un mec trans réfugié qui vient de Russie, qui s'appelle Yosef, qui a décidé en gros, fonder un collectif pour les personnes russophones, qui serait un collectif d'autosoutien entre migrants, et qui servirait à établir des liens sociaux entre les personnes françaises russophones et les personnes russophones qui ne viennent pas non seulement de la Russie en fait, mais des espaces post-soviétiques, etc. Donc c'est pas genre on fait bien la distinction genre russophone et pas russe. On peut être ukrainien, on peut être biélorusse, Ouais, on peut être balkar par exemple, etc. Bref, et du coup, ouais, c'est un petit collectif. Je pense que Youssef veut l'inscrire en tant qu'organisme associatif en France. Et on a organisé une petite action contre le projet de loi Mizulina qui a l'ambition d'interdire le changement de l'acte de naissance pour les personnes trans en Russie, ainsi que le mariage pour les personnes trans. Donc, on a fait une petite action de protestation devant l'ambassade de Russie dans le 16e arrondissement de Paris. Cette action, elle a été surtout diffusée sur les réseaux sociaux, elle a surtout servi à ça. Et du coup, c'était juste un geste de solidarité avec nos camarades russes qui continuent de se battre contre ce projet de loi et contre d'autres mesures, je sais pas, mesures répressives et transphobes et homophobes en Russie. Et qui, en fait, en Russie, en ce moment, le droit de se rassembler, il est criminalisé genre sous le prétexte du Covid. Et juste sortir en tant qu'une personne seule, même pas en tant que groupe, mais une personne seule avec une pancarte, on peut t'arrêter et mettre en garde à vue pendant 2 semaines juste pour ça. Juste sortir avec un drapeau LGBT dans la rue, il y a des précédents genre, où les gens ont été envoyés en garde à vue juste pour ça. Et dans le cas de militantes trans, notamment Polina Simonenko, c'est une militante transféministe russe. Elle a fait plusieurs gardes à vue dans une cellule pour hommes, genre pour 2 semaines, 3 semaines, etc., juste pour le fait de, encore une fois, protester avec une seule pancarte. Donc, en fait, notre message, c'était vu que nos camarades russes ne peuvent pas se permettre de faire des piquets de protestation sans se faire arrêter, on fera un piquet de protestation ici en France où quand même la situation n'est pas encore aussi grave qu'en Russie. Genre, c'est sûr et certain qu'il y a un recul de la démocratie et de la liberté politique qui s'effectue en France, mais ce n'est pas encore aussi avancé qu'en Russie. Et donc voilà. Et après, encore une fois, la plupart des participants de ce collectif, nous sommes des réfugiés ou des migrants, genre des étudiants, etc. Et nous sommes tous plus ou moins dans les situations de la précarité qui peuvent varier, mais en gros, c'est ça. Et il y a aussi des personnes françaises qui nous aident et qui bénéficient d'une situation plus stable. Mais
personnes fondatrices du Mhm. collectif, nous sommes précaires et nous portons, je sais pas, cette charge mentale de l'expérience migratoire, etc. Et donc, effectivement, c'est compliqué de s'organiser parce que on a une volonté, on a une envie, mais il y a des choses qui nous empêchent. On doit gagner une vie, on doit survivre, etc. Mais tout de même, on arrive à faire des choses et même en confinement, on va essayer de faire des groupes de parole numériques pour essayer de se soutenir et pour ne pas se laisser seul. Et c'est quelque chose de très satisfaisant pour moi. Genre, j'ai déjà fait partie de plein de collectifs en France. Je sais pas, des syndicats étudiants, des assos LGBT, etc. Mais ça, c'est quelque chose de très satisfaisant pour moi parce que, en fait, j'ai l'opportunité de parler ma langue. Et ça, c'est tellement rare pour moi, avec des personnes qui ne sont pas oppressifs, qui vivent la même chose que moi. Donc, c'est quelque chose de précieux. Et même si, je sais pas, je compte pas, genre, c'est pas mon projet militant principal, je pense que je vais continuer à dédier mon temps à ça parce que ça me permet de juste simplement avoir un lien avec mon pays d'origine, etc. Et je sais pas, tu as peut-être posé une autre question, mais Oui, et du coup, je pense que c'est une bonne. Alors déjà, pour les personnes russophones, où est-ce qu'on peut vous trouver? Comment s'appelle cette oui. structure? Et pour clôturer, quelles sont les autres structures Ah associatives, oui, collectives que ouais. tu conseilles? Exact, oui. Donc, le collectif, il s'appelle Russian Speaking LGBTIQ en France. Donc, c'est assez simple, assez descriptif. Il n'y a pas de nom court. On n'a jamais trouvé le nom court. Peut-être on aura genre, un nom avec un jeu de mots, je sais pas quoi, un jour. Mais pour l'instant, c'est ça, Russian Speaking LGBTQ en France. Et sinon, pour les assos qui s'occupent des migrants, bah, moi, je vous recommande, si vous connaissez une personne LGBTI qui a besoin d'un suivi, qui veut demander l'asile en France, je vous recommande Ardis, qui est une asso qui suit mon cas depuis 2 ans maintenant. Puis, si c'est une personne trans, c'est sûr et certain qu'à Accept-ST, elle va trouver du soutien et de l'aide. Sinon, il y a le BAM, le bureau d'accueil pour les migrants, qui est aussi très bien. Et il y a plusieurs pôles, notamment un pôle LGBT. Et ce qui est génial avec cette asso, c'est que elle fait vraiment un suivi social. Elle fait beaucoup pour que les migrants puissent se sensibiliser en fait et ne pas rester seuls, isolés, etc. Parce que je pense que l'isolement qu'on peut vivre quand on est déraciné, quand on est migrant, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment une des choses les plus éprouvantes à propos de l'expérience migratoire parce que quand tu arrives en France et surtout si tu es LGBTI, souvent tu n'oses pas voir ta diaspora parce que c'est elle que tu fuis en fait. Et tu ne peux pas vraiment communiquer avec les personnes LGBTI françaises parce qu'il y a des freins à ça, genre des freins linguistiques, mais aussi les freins culturels. Encore une fois, un milieu très universitaire, très intello, etc. Et donc, tu n'as pas forcément beaucoup de points communs avec elle et tu te retrouves seul dans ta chambre et c'est éprouvant. Et du coup, bah, c'est qui est cool avec Accept-ST aussi parce que Accept-ST organise par exemple des fêtes mensuelles pour les personnes, genre chaque mois il y Les a une fête anniversaires. mensuelle, les Eh oui. anniversaires, ouais. Tout ça, c'est les occasions sociales comme ça, vraiment, on ne peut pas surestimer leur importance parce que en fait, tout moment où la personne se retrouve pas seule, c'est un moment où elle peut oublier pendant quelques minutes ou quelques heures qu'il lui reste encore des années et des années de l'attente. Donc, si vous pouvez devenir ami avec un migrant, qu'il soit LGBT ou pas, c'est toujours bien. Je pense que c'est aussi une forme de militantisme en quelque sorte. Oui, c'est réussir à casser avec aussi la déshumanisation qu'on impose Ouais. aux migrants et aux migrantes. Sacha, il me reste à te remercier d'avoir accepté de participer à cette petite discussion. J'espère que ça va apprendre beaucoup de choses. Ça m'a appris énormément de choses que je pense nécessaires à savoir, en fait, quand on veut déjà faire preuve d'empathie et savoir ce qu'on a autour de chez nous. Merci beaucoup d'avoir accepté. J'espère que cette discussion t'a satisfaite.
Et j'espère que toutes les personnes qui l'auront écouté seront aussi touchées et enrichies intellectuellement et émotionnellement que j'ai pu l'être. Merci. Cet épisode a été dans sa majeure partie une discussion entre deux femmes trans. Un même mot pour deux personnes au parcours de vie très différents. Un même mot pour deux personnes qui vivent un rapport à leur genre aussi différent. Trop souvent, quand il s'agit de parler de personnes trans, il y a l'idée de parcours qui se ressemblent, qui traversent les mêmes choses et qui ont les mêmes buts autour de leur identité. Merci Sacha d'avoir accepté de partager des morceaux de toi-même et tes réflexions riches. Merci à Sacha d'avoir accepté de partager un moment avec moi et merci à la production du podcast Gang of Witches de nous avoir donné l'occasion de rendre accessible la discussion de deux femmes trans. Une réalité nuancée qui donne à voir un monde de résilience incroyable et de force toujours renouvelée. On a encore trop peu l'occasion de mener ce genre d'événement trans soror et nous en avons pourtant un besoin vital. J'utilise le mot littéralement. J'ai le privilège d'être visible aujourd'hui et chaque jour que je passe, je me souviens de mes sœurs qui sont mortes. Celles que je connais et que j'ai enterrées, celles dont je regrette de ne pas avoir pu les connaître. Je me souviens de tous leurs prénoms et d'autres femmes trans se souviennent également des leurs. On se souvient aussi de la nécessité que nos voix permettent, à notre échelle, de percer la solitude et le manque de références qui pèsent, qui isolent, qui désespèrent quand on vit dans un système déjà transmisogyne et transphobe. C'était le podcast de Gang of Witches, carte blanche à Lexi, d'Aggressively Trans. On se retrouve à la prochaine pleine lune. D'ici là, prenez soin de vous. Patriarchy is burning. We are the granddaughters of the witches they couldn't murder. We are women with strong will and this oppression is over. We want equal rights, education for our sisters. We want equal pay, every woman to empower. We are the granddaughters of the witches they couldn't murder. We make our own choices of our bodies with the rulers. All different, we come in every shape and color. All beautiful, self-love is our ultimate power. When you don't is rising, ladies girl, going higher. Patriarchy is burning, witches spread the fire. Rising, ladies gather we higher. Patriarchy is burning, witches spread the fire. We are the granddaughters of the witches they couldn't murder. We build another future customs of a rape culture. Stop violence, excision, killing our sisters. Stop listening, respecting, behaving better. We are the granddaughters of the witches they couldn't murder. We're half of this overcrowded planet's population. We'll keep fighting for every woman's right to abortion. The time has come to unite and join the revolution. And you don't is rising, ladies girls, going higher. Patriarchy is burning, witches spread the fire. And you don't is rising, ladies girls, going higher. Patriarchy is burning, witches spread the fire. À l'aube de la nouvelle ère, gare à l'éveil des sorcières, au feu, terre, air, la métamorphose opère. We are the granddaughters of the witches they couldn't murder. We're honoring the legacy of our many elders. Audre Lorde, de Beauvoir and so many others. Since the beginning of time, we're feminist fighters. We are Gang of Witches and we are ready for action. Be who you really are, break free from oppression. Boys, embrace your feminine side, you'll become stronger. Let go of the suffocating cliche codes of gender. And you don't is rising, ladies girls, going higher. Patriarchy is burning, witches spread the fire. Rising, ladies girls, going higher. Patriarchy is burning, witches spread the